On est très content de vous retrouver pour ce 5e DBT Meetup à Paris. Nous, on est Infinite Lambda, on est les organisateurs du DBT Meetup à Paris. Et on a nos amis de DBT qui sont là aussi aujourd'hui, donc on est très content de les avoir aussi parmi nous. C'est pas tous les jours. Et vous avez des magnifiques tote bags aussi offerts par DBT aujourd'hui. Et donc voilà, donc je vais introduire nos différents... d'abord, je vais vous présenter un peu qui on est. Et ensuite, vous présenter quels vont être les talks du jour, parce que c'est surtout pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Si j'imagine que la plupart d'entre vous font déjà partie de la channel Slack sur DBT, enfin le Slack sont sur le Slack de DBT, et on a une channel Local Paris. Si vous n'êtes pas déjà dessus, vous pouvez la rejoindre. En scannant le QR code, vous pouvez accéder au Slack DBT. Si vous n'êtes pas déjà dessus, je pense que la plupart d'entre vous. Mais si vous avez la moindre question avec DBT, c'est le meilleur endroit pour trouver une réponse. Il y a plein de channels et c'est super bien fait. Et c'est une super communauté, comme vous le savez déjà. Donc voilà, le programme de ce soir. Donc en première partie, on va avoir Adrien et William qui vont vous parler d'une migration à la Massif très importante d'Informatica vers DBT, donc sur comment migrer énormément de workflow vers DBT. Ensuite, en deuxième partie, on aura Anouar de DBT qui va nous présenter un peu les choses intéressantes qui peuvent vous intéresser, qui ont été présentées à Coalesce, qui vient de se passer. Et ensuite, à la fin, on va regrouper, je pense, le Q&A à la fin sur toutes les questions sur les deux présentations, comme ça c'est plus simple. Et il y a ensuite les bières les verres de manière générale, pour aussi discuter de questions en particulier si vous avez ou quoi, et pouvoir échanger avec la même communauté, parce que les meetups, c'est aussi surtout l'occasion de rencontrer plein de gens qui bossent dans la data et qui seront ravis de discuter de plein de sujets avec vous. Et voilà. Donc n'hésitez pas à rester après pour discuter, rencontrer des gens. La première présentation, ça va être donc Adrien et William d'Infinite Lambda, où on travaille actuellement avec la Massif sur donc ce projet qui est encore en cours sur la migration. Et ensuite, Anouar, qui est Solution Architect chez DBT, qui est aussi, si jamais vous avez des questions techniques, il sera ravi, je suis sûre, de discuter après, ou pas. Voilà. Moi, je vais vous présenter en 5 minutes très rapidement juste qui on est, puisqu'on est les organisateurs du DBT Meetup. Nous, on est Infinite Lambda, on est une société de conseil en data et AI. On est une société anglaise à la base, mais on est basé aussi en France. Et donc, on travaille avec toutes sortes d'industries, un peu dans tous les domaines. Et on fait beaucoup de projets de migration vers le cloud. Enfin, on est que sur le cloud, et on est aussi pour la data transformation, on ne travaille que avec DBT. C'est un peu notre caractéristique, et c'est comme ça qu'on est un très gros partenaire de DBT. Et donc nos ingénieurs sont certifiés sur, bien évidemment, DBT, mais aussi sur plein d'autres technologies. Et c'est un peu ce qui fait notre différenciation. Donc en fait, nous, on a principalement un peu 3 secteurs d'activité. On a la partie plutôt stratégie, sur vraiment travailler sur l'architecture, sur vraiment évaluer les besoins, aussi sur la partie un peu data product, sur vraiment définir les besoins du business, pas seulement sur la partie, à la fois la partie technique et business. La deuxième partie sur la partie vraiment delivery, donc vraiment l'implémentation des technologies. Donc on
on met une équipe d'ingénieurs en place pour livrer ce qui a été décidé. Et la troisième partie, qui est une partie training et ce qu'on appelle un peu académie, qui est sur vraiment former, notamment aider au recrutement aussi en interne pour former l'équipe si besoin, et aussi faire des formations pour former les équipes actuelles à DBT ou aux autres technologies utilisées pour que tout le monde soit... Parce que le but, c'est que nous, après, on s'en va et que l'équipe soit autonome. Donc, c'est pour ça qu'on fait notamment une partie training et on fait beaucoup, notamment de DBT, rapid onboarding, toutes sortes de... ce genre de training. Et donc, on est un des plus gros des partenaires de DBT. C'est notre principal partenaire, mais aussi Snowflake. On est Elite Partner, donc ça veut dire qu'on fait beaucoup de projets Snowflake et globalement, mais aussi sur GCP et toutes les technologies que vous pouvez voir en dessous aussi sont pas mal de projets qu'on fait. Donc nous on gère tout on fait toute la chaîne, quoi, de l'ingestion à la visualisation et bien évidemment en passant par la transformation de la donnée. Sur nos clients, il y en a plein, mais la Massif, bien évidemment. En France, sur les autres SumUp que vous connaissez sans doute, parce que quand vous allez sur des marchés, c'est toujours des petits boîtiers SumUp. Mais il y en a plein d'industries différentes, plein de choses. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et on cherche actuellement à recruter un Analytics Engineer en France, si possible basé à Bordeaux. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un, vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à faire passer le mot. Voilà, pour faire plein de projets passionnants avec nous. Et je vais passer la main à Adrien pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Pauline. Un petit peu comme Pauline le disait, c'est plus une histoire que je vais vous raconter d'un peu l'expérience de ce qu'on vit avec DBT depuis à peu près 5 ans maintenant. On a développé, comme disait Pauline, pas mal de data platforms sur DBT. Et maintenant, sur les moyennes, grandes entreprises, on se rend compte sur une problématique, c'est que la finance, le marketing, tendance à pousser sur les nouveaux outils pour avoir des nouvelles informations, de ingérer la donnée différemment, de traiter plus rapidement la donnée. Mais les autres équipes tendance à rester plus longtemps. Donc quand on prend des moyennes grandes boîtes, généralement ce qui se passe, c'est que c'est deux grands domaines qui vont migrer vers des nouvelles stacks, type DBT ou d'autres encore. Mais il va rester toute l'autre partie de la chaîne de process, qui peut être par exemple la supply chain, le customer service ou les autres, où là on se retrouve généralement avec des vieilles technologies qui bougent un petit peu moins vite. Bon, je globalise vraiment là, soyons bien d'accord, mais on se rend compte que l'esprit de migration vers des nouvelles technologies bloque un peu sur certaines parties de métiers. En gros, pourquoi ça bloque un petit peu, c'est que aujourd'hui, il y a le coût qui va rester. Généralement, on va se retrouver avec deux outils, un outil un petit peu ancien, un nouvel outil type DBT, ou un autre d'autres licences qui vont se balader. Donc, du coup, avoir ce double cost. Après, au niveau des équipes, on va avoir deux types d'ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui vont suivre cette nouvelle trend, qui vont être poussés dedans, tandis que les autres vont rester sur une partie un outil un peu plus old school, on va dire, puisqu'il marche très bien, qu'ils n'ont pas vraiment besoin de partir dedans, mais cette différence se crée de plus en plus et on arrive à un moment où le coût devient important et surtout on gère de plus en plus d'outils à l'intérieur de des entreprises et du coup ça devient assez difficile de manager tout ça et surtout un coût très important derrière. Donc la solution la plus simple, c'est de se dire je vais migrer mes anciens outils vers cette nouvelle stack, donc type DBT, etc. Mais réécrire le code from scratch quand c'est en train de fonctionner et que ça fonctionne en prod, ça donne pas trop envie. Je sais pas pour vous, mais un truc qui fonctionne, j'ai pas trop envie d'y toucher. J'ai envie de faire plus des autres choses qui peuvent apporter de la valeur dedans. Et ces clients se sont commencés à se multiplier de notre point de vue. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec une automatisation du code.
on est sur un nouveau contexte, une nouvelle idée qui est d'extraire la donnée, de la transformer et de la charger ici. Donc on a un outil en interne en fait qu'on a développé qui permet de lire différentes sources de données. Donc ça peut être très bien du Informatica, du Talent, du DataStage ou encore des fichiers SQL qui peuvent se balader à droite et à gauche. On arrive aussi à lire tout ce qui est un petit peu look, la partie looker, lookML et la partie click de transformation. Et tous ces readers en fait vont rapporter de l'information. Et nous, notre but, ça va être de la transformer et de la rendre comme un code DBT derrière qui peut être utilisable directement. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter aussi à William un petit peu après. Dans notre outil, ce qu'on arrive à faire avec en termes de DBT Project, donc là notre convertisseur nous permet justement de suivre les best practices de DBT, puisque tout est normalisé et arrive à restructurer le code tel qu'on l'attend au niveau de DBT. Donc ça va être au niveau des modèles. Si jamais il y a de la documentation, on va pouvoir récupérer aussi la documentation dans les sources et les ramener dans DBT. Donc pas besoin de copier-coller, de repartir from scratch sur cette partie-là. On va avoir une autre partie data comparison, parce que c'est bien beau d'avoir fait cette transformation, mais si on valide pas après data par data, d'être sûr qu'on a exactement la bonne valeur, ça peut se poser des problèmes. Et pareil, la partie CI, et on va pouvoir aussi faire certaines performances, donc optimisation au niveau aussi du code. Notre outil, donc du coup, sur la grosse partie, c'est la conversion, mais on va avoir aussi une partie analyseur. La partie analyseur, en fait, ça va nous permettre justement de créer les estimations, de se rendre compte si les transformations sont complexes, combien de temps ça va prendre dedans. On n'est pas capable de faire 100%, soyons bien clairs. Pourquoi on n'est pas capable? C'est que généralement, il y a du custom code qui va se balader dans l'ancienne stack qu'on va retrouver. Et ça, généralement, c'est toujours un peu la difficulté du produit, c'est de savoir est-ce que j'essaye de le gérer ou si c'est juste une fois, bon, bah, autant reprendre les transformations manuellement et d'essayer de le refaire. Donc c'est pour ça qu'on a des stats à peu près à 95% aujourd'hui. En termes de migration, donc notre outil nous permet justement d'aller beaucoup plus vite dans la migration et surtout pas de payer toutes ces licences et de passer 2 à 3 ans à faire la migration. Généralement, on arrive en 6 mois, 1 an à faire de la migration beaucoup plus rapide et automatisée de notre côté. La partie migration, la partie cet outil, il fait une bulle. Il fait pas toute la partie, bien entendu. Il y a le côté fort humain qu'on retrouve après dans la stratégie de migration. Donc généralement, on part sur cette planification qui est la partie analyse, de créer le planning. Donc avec l'analyse, on peut la faire via notre outil, d'estimer un petit peu le temps, le coût que ça va représenter, de définir un planning, de se dire bah, au démarrage, on va commencer sur un domaine un petit peu plus simple, un peu moins stratégique pour l'entreprise. Et après complexifier dedans. Une fois que tout ça est prêt, il y a la partie data architecture qu'on va mettre en place et après on parle dans les process assez normaux de production et ensuite d'optimisation du code et des coûts aussi. En parallèle, on n'oublie pas l'humain. J'ai beaucoup parlé d'automatisation. L'humain reste un fort enjeu dans la partie stratégie de migration. Donc forcément, la partie training, de aussi donner la main aux utilisateurs qui commencent à se faire la main sur la partie maintenance, peut-être support, d'ajouter des features petit à petit, ça les permet directement d'aller dans le code. Et pour eux, c'est assez simple parce qu'ils retrouvent le code qu'ils avaient un peu, la même logique qu'ils avaient avant, dans la partie DBT, donc la prise en main se fait encore beaucoup plus rapidement pour eux. Et en parallèle, on est aussi sur la partie data product, data gouvernance et aussi le monitoring des pipelines. Je vais laisser la main à William qui va vous expliquer un petit peu comment le produit fonctionne et quel est le résultat et comment ça se passe un petit peu après. Ouais. On pose une question sur la migration stratégie maintenant ou pas? On va prendre les questions après, comme ça on enchaîne un petit peu. Mais je prends la question et bien volontiers après. Ok? Ça roule. Allez, à toi. Merci Adrien. Du coup, voilà, moi j'aimerais vous parler de la partie un peu plus technique en fait, puisque ici on avait un challenge qui était migrer le travail de plusieurs années en l'équivalent Power Center en quelques mois. Donc c'était plus de 250 workflows en fait qui représentaient à peu près 250 tables martes à migrer et valider en 3 mois. Et on va le voir après, ça a représenté des milliers de modèles DBT.
Pour commencer, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier un peu avec Power Center, alors je ne vais pas vous donner un cours sur Power Center, c'est loin de là, c'est pas le but, mais je voulais vous donner un petit aperçu. Donc là, on a un workflow Power Center qu'on a catégorisé comme simple, parce que on voit qu'il y a une étape débutée, une étape alimentée, une étape finalisée, et en fait, nous, on va se concentrer sur l'étape alimentée, qui représente ce qu'ils appellent un mapping. Cette étape alimentée, en fait, représente la transformation qu'on a migrée en DBT. C'est principalement ça qui sert en fait à transformer notre table. Ce fameux mapping, là, comme vous pouvez voir dans Power Center, on voit ici plusieurs tables sources sur la gauche qui sont utilisées, 4 tables sources. Ensuite, on voit un espèce de fichier là qui s'appelle SQO, où en fait, c'est là où il y a la tambouille SQL. C'est la requête SQL qui fait des joins entre plusieurs tables. Et ensuite, on a une autre étape de transformation, c'est ce qu'ils appellent un filter pour faire en sorte de filtrer sur une journée spécifique. Et ensuite, on voit une autre étape de transformation, EXP calcul, où c'est là où ils mettent un peu des petits case when, etc. Et finalement, on a une étape d'insertion. Ça, c'est sur Power Center. Et après, nous, en DBT, voilà, notre requirement, c'était d'avoir du 1 pour 1. Alors, vous remarquerez qu'il lui manque une étape ici, le EXP, parce qu'on l'a simplifié aussi et on l'a intégré dans un autre modèle. Mais en gros, voilà, on voit ici le fameux lineage sur DBT avec notre table source, notre layer staging, notre SQO, notre étape filter, notre étape insert. Et en fait, après, là, sur la droite, ce que vous voyez, c'est, en fait, c'était des tables historisées, donc il y avait des scripts supplémentaires en fait pour insérer dans les tables MART et updater seulement quand on avait besoin. On a vu un simple, et en fait j'ai envie de complexifier un petit peu parce que c'est un peu trop facile. Donc là, on voit un workflow qu'on a catégorisé en médium parce que en fait là vous retrouvez 3 étapes de 3 mappings. En fait, il y a 3 transformations un peu différentes parce que différentes sources. Et en fait, quand on regarde là sur Power Center, on en voit un premier mapping à gauche, un autre ici, et vous pouvez voir qu'il y a des différences. Là, il y a une seule table source qui est utilisée, là, il y en a plusieurs, là, il y a 2 autres tables sources. On voit un peu en commun ce qu'ils appellent des maplets, c'est des morceaux de code SQL qui peuvent être réutilisés. Ça peut ressembler à nos macros ou nos modèles SQL, enfin nos modèles DBT qui peuvent être réutilisés des fois. Mais voilà, du coup ça fait que quand tout ça insère dans une même table qui s'appelle devis prévoyance en l'occurrence, mais on n'arrive pas trop à avoir une représentation sur un seul graphique en fait de comment vient la data jusque dans devis prévoyance. Et après là, forcément, un coup qu'on a converti en DBT, on a tout le lineage en fait, forcément pour voir jusque comment la donnée est arrivée dans devis prévoyance. Donc on voit plusieurs sources. On peut voir qu'en fait, il y en a une. Alors là, les petites flèches elles se voient un peu moins sur l'écran, mais on voit notre fameux maplet personne groupe repair qui est réutilisé à travers les 3 différents mappings pour le résultat de devis prévoyance. Mais comme je disais, ça nous permet aussi de voir que plusieurs sources sont utilisées en commun et au moins on a une seule image, un seul graphique qui nous permet de voir le lineage complet. Là, c'est parce qu'en fait, on va complexifier. Donc, d'ici quelques secondes, vous allez plisser les yeux parce que vous allez strictement rien voir. Mais en fait, voilà, c'est un workflow un peu plus complexe parce qu'en fait, ici, il y a 19 étapes de transformation. Donc vous pouvez vous douter que ça représente pas mal de code SQL à migrer. 19 mappings qui en fait insèrent dans une seule même table encore une fois. Donc voilà, encore une fois la représentation du workflow sur DBT où on voit qu'il y a plusieurs tables qui peuvent être en commun des fois et en fait au bout d'un moment, il y a une espèce d'union qui se fait pour, au final, le tout arrive dans la table option contrat-groupe. J'avais envie de vous donner un deuxième exemple, encore une fois illisible, où là, par contre, c'est un exemple sur un mapping
Et encore, celui-ci, il n'a pas beaucoup d'étapes de transformation, parce qu'on en a certains quand même où il y avait énormément d'étapes de transformation, ce qui est assez dur en fait à reproduire à la main. Et heureusement qu'on avait l'outil. Donc là, on voit encore une fois le chiffre magique 19 sources qui sont utilisées de toutes parts, des joins un peu par-ci par-là, au bout d'un moment une union, plusieurs étapes de transformation, et hop, ça insère dans une même table. Et ce qui est représenté maintenant en lineage DBT, ce qui est quand même un peu plus clair, même si forcément il y en a beaucoup, ça reste pas hyper lisible. Mais voilà, on a tout au même endroit, on voit quelles sources sont utilisées en commun. À partir de là, vous pourriez vous demander donc comment est-ce qu'on a réussi à convertir 250 workflows en l'espace de quelques mois. Alors malheureusement, pas avec de la magie. Sinon, ça serait trop facile. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques ingrédients. Alors, le premier ingrédient, en fait, c'était un outil assez puissant. Le deuxième, c'était une bonne équipe. Et le dernier, c'était un processus de validation robuste. Alors, l'outil puissant, c'est le fameux outil dont Adrien parlait plus tôt, qu'on va appeler 2DBT Converter. La bonne équipe, c'était nous. J'ai laissé la modestie à la porte. Et enfin, le processus de validation, c'est quelque chose qu'on a défini en commençant notre projet, qu'on a renforcé au cours du projet et au bout duquel on a eu un package qui s'appelle DBT Audit Helper Extension. Alors certains connaissent DBT Audit Helper, d'où le extension, mais on va revenir dessus après. La recette maintenant, puisque un coup qu'on a les ingrédients, il nous faut la recette. Alors, étape 1, on convertissait avec notre fameux outil magique. Étape 2, on faisait des petits ajustements, puisque comme Adrien le précisait plus tôt, parfois on avait certains petits ajustements à faire à travers les modèles DBT. Ensuite, on ajoutait des tests. Pareil, là, je vais revenir dessus, mais ça reste quand même primordial d'ajouter les tests. Ensuite, on exécutait et on priait aussi. Ah, c'est devenu un play, mais de base, c'était un pray. Voilà, on priait pour que ça passe et pour que on n'ait pas à refaire de retouches. Si ça marchait pas, un problème de typo ou autre, forcément, on retourne à l'étape ajustement. Et on réexécute jusqu'à ce que ça passe. Et ensuite, forcément, on est arrivé sur la fameuse étape de validation avec la donnée pour comparer avec la transformation Power Center. Si c'était valide, accepté, du coup, forcément, on allait merger le résultat dans GitHub ou GitLab, qu'importe. Voilà, ça c'était pour l'étape de transformation. C'est là en fait que la magie de l'outil opère. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques petits ajustements parfois qui sont nécessaires. Mais après, pour s'assurer de la qualité et de l'efficacité de la transformation, forcément, il nous faut un bon processus de validation. Et encore une fois, je vais vous donner une liste d'ingrédients. Décidément, aujourd'hui, je crois qu'on va finir par avoir très faim. Les ingrédients pour valider ces fameux 250 workflows. Dans un premier temps, il nous faut des datasets identiques. Alors, sur la transformation Power Center, forcément, vu qu'on va s'assurer que le résultat de notre transformation DBT est identique à ce qu'on avait dans Power Center, il faut qu'on ait une copie plutôt valide de ce qui a été fait dans Power Center. Ensuite, il nous faut des sources valides là aussi, puisque si on copie la donnée sur un jour, le 1er janvier par exemple, on veut avoir les sources qui étaient utilisées elles aussi au 1er janvier, au moment où la transformation a débuté. Donc voilà, forcément, si on veut comparer des pommes avec des pommes, il faut s'assurer qu'on a des produits identiques. Ensuite, les tests. Alors pourquoi les tests ? C'est forcément
en tant qu'analytics engineer, vous êtes tous familiers avec le fait que plus on implémente de tests, mieux c'est, plus on s'assure de la qualité de la donnée. C'est les garde-fous en fait qui nous permettent de nous assurer que ça part pas, qu'il n'y ait pas de coquille quoi. Par exemple, je vois une jointure entre deux modèles, je veux m'assurer que ça ne crée pas de doublon. Donc, dans un modèle qui joint deux autres modèles, j'implémente un test, un DBT Utils Unique Combination of Columns, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de doublon, ce qui permet, quand j'ai un mapping avec 36 étapes de transformation, au lieu d'avoir juste mes tests ou au moment de la validation sur la table Mart, où je ne comprends pas pourquoi il y a des différences, forcément si j'ai implémenté un test qui s'assurait qu'il n'y ait pas de doublon, je peux capturer où est l'erreur beaucoup plus facilement. Et ensuite, des macros géniales. Alors, ces fameuses macros géniales, on va y revenir là-dessus, le fameux DBT Audit Helper Package. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec DBT Audit Helper Package, c'est un package qui a été développé par DBT Labs et en fait c'est composé de plein de macros. Je vous invite vivement à aller voir le repository qui permettent en fait de comparer deux jeux de données. Là, on va parler de différentes macros qui sont le count, je vais revenir encore dessus, le count, le row by row et le column by column comparison. La fameuse stratégie de validation, et là en fait c'est la version 0.1, puisqu'on est arrivé sur une version beaucoup plus robuste par la suite. Donc là, pareil, vous avez peut-être un peu plissé les yeux. Bon, il n'y a pas besoin de lire le code sur la droite. Juste à savoir que dans un premier temps, on utilise la macro compare row counts du fameux package Audit Helper pour comparer le nombre de lignes et s'assurer qu'il n'y ait pas de doublon. Ensuite, on utilisait la macro compare relation en fait qui compare ligne à ligne les deux jeux de données et en fait ça vous sort un pourcentage, un match rate, un pourcentage de match. Et voilà, nous notre but forcément c'est d'avoir 100% et si on n'a pas 100%, de trouver l'explication de pourquoi on n'a pas 100%. Alors ça vous sort un match rate, mais après vous pouvez jouer avec la requête SQL pour aussi capturer les lignes avec des différences. Et en fait, de façon optionnelle, on avait une macro qu'on pouvait utiliser qui est le compare all columns qui elle en fait compare chaque colonne de chaque jeu de données, ce qui vous permet en fait de capturer quelles colonnes ont des erreurs, puisque si vous avez deux jeux de données qui matchent à 1%, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, ça veut peut-être juste dire qu'il y a une colonne qui ne matche pas du tout. Voilà, maintenant de façon un peu plus imagée, donc on commençait avec le compare au count, donc là on voit ici j'ai un fameux all relation mart et un nouveau new relation mart qui correspond à mon modèle DBT qu'en tant que développeur sur lequel j'ai travaillé. Ici on voit, alors peut-être tout le monde ne voit pas, qu'on a un nombre de lignes différents. Bon, ça commence mal, mais bon. On utilise quand même le compare row by row juste pour capturer et un peu avoir une idée d'à quel point il y a une coquille. Là, on voit que malheureusement, on a à peine 1% de match rate et voilà, on part déjà mal. Ensuite, on utilise cette fameuse macro compare by column et en fait, ça revient à ce que je disais plus tôt, c'est que on voit qu'il y en a beaucoup, alors pas ici, parce qu'ici il y a 387 conflicting values, mais en fait, vous voyez, sur la gauche, là, vous voyez le nom de la colonne. Après, il y a les perfect match, et sur la fin, là, c'est les conflicting values. Sur les conflicting values, en fait, quand on regarde cette colonne, on voit qu'ici, en fait, c'est surtout deux colonnes qui sont CD, TI, entité, et une autre colonne, CD, TI, entité, bureau, UO, qui ont beaucoup de valeurs en conflit. Alors, à quoi ça nous avance de regarder ça ? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes de transformation. Donc forcément, en fait, on sait regarder, puisque on va regarder au moment où cette colonne est sélectionnée depuis un modèle. Ça peut être un join qui a été mal fait, ou ça peut être une colonne qui a utilisé à la place d'une autre colonne. Bon, là, encore une fois, on vient d'un outil qui convertit, donc il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Mais voilà, ça nous donne un indice, en fait, aussi à quelle étape de transformation regarder pour trouver l'erreur.
Il y a aussi autre chose ici, c'est que là, vous voyez les null in A et null in B. Et en fait, ici, quand on regarde la DT clôture contact, on voit qu'il y a très peu de nuls dans le dataset Power Center. Il y a 2700 nuls. Et en fait, dans notre modèle DBT, dans le résultat de nos transformations en DBT, il y a 97 000 nuls. Et là, on en a un autre un peu comme ça, où on voit le DT depth traitement contact. Il a 0 nul dans A, et en fait, ici, il y a 1 252 151 nuls. Donc, des fois, c'est des default values qui sont à ajouter, etc. Ça, c'était sur la partie vraiment, en tant que développeur, je regarde un peu le résultat de cette transformation. Là, c'est sur les étapes qu'on exécutait, parce qu'on a parlé de modèles historisés. Et en fait, juste pour dire, on n'a pas 100% juste sur un coup de chance. Ce qu'on faisait, c'est qu'on validait sur 3 jours. Donc, on avait un processus qui était sur le premier jour. Donc là, j'ai utilisé le 30 juillet. On va dire sur le premier jour, je clone. Sur la date suivante, j'exécute. Je passe une date en fait qui filtre mon jeu de données pour utiliser la donnée telle qu'elle est au 31 juillet. Ensuite, je valide. Ensuite, je réexécute au jour suivant, donc 1er août, pardon. Je valide à nouveau. Et ensuite, une dernière fois, j'exécute sur le 3e jour et je valide encore. Ça fait un processus assez long. Et en fait, en tant que développeur, voilà, nous, on faisait la première partie qui est clone, run, validate. Et parce que on aime bien coder et qu'on n'aime pas juste exécuter des lignes de commande, on s'est fait un petit shell pour nous faciliter notre vie en utilisant dbt Cloud CLI, puisque voilà, depuis l'IDE, vous n'allez pas pouvoir exécuter un shell, mais par contre vous allez pouvoir utiliser la librairie Python dbt Cloud CLI pour pouvoir utiliser votre token dbt Cloud et pouvoir exécuter plusieurs lignes de commande. Ce qui fait que le développeur, ça évite aussi les erreurs et les frustrations. Mais voilà, en tant que développeur, j'avais mon shell qui me faisait ces 3 étapes, clone, run, validate. Je regardais le résultat. Un coup que les résultats étaient bons, on mergeait et en fait on a déporté toute la validation dans dbt Cloud. Parce que en tant que développeur, j'ai pas envie d'attendre devant mon ordinateur pour voir du code être exécuté, donc autant déporter cette partie sur dbt Cloud. Et parce que j'ai envie de pousser l'automatisation, j'utilise dbt jobs as code pour déployer ces codes, ces jobs, parce que ça représente beaucoup d'étapes. Là, comme vous voyez sur le screenshot, encore une fois, je pense que vous avez plissé les yeux, mais ça, c'est un seul job de validation pour une table Mart, parce qu'en fait, on validait 3 éléments sur chaque table Mart, des modèles upstream. Et en fait, il y a aussi une petite partie là qui est un clone. On clonait sur chaque journée pour pouvoir ensuite revenir dessus et essayer de comprendre quelle coquille il y avait. Mais voilà, ça fait énormément d'étapes. J'ai pas envie de le faire à la main, donc j'utilise dbt jobs as code. Je vais y revenir. Et après, à ce niveau-là, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir dans les logs et on regardait le résultat des validations. Mais ça nous simplifiait quand même déjà beaucoup la vie. Mais à partir de là, en fait, on a encore voulu renforcer le processus et c'était juste le début d'une nouvelle ère. Alors, dbt jobs as code, pour ceux qui ne sont pas familiers, utilise un fichier YAML, ça a été développé par dbt labs pour pouvoir déployer, créer, mettre à jour ou supprimer des jobs sur dbt Cloud. Alors, de base, vous utilisez un fichier YAML qui ressemble à ça. Moi, j'ai mis des emojis parce que j'aime bien mettre des emojis et ça fait que mes noms sont plus clairs. Mais voilà, là, c'est un petit fichier YAML où vous avez plusieurs paramètres, l'account ID, le project ID, l'environnement ID, et là, on voit les execute steps, donc les différentes étapes, les différentes lignes de commande à utiliser dans le job dbt. Et puis, il y a tous les paramètres un peu supplémentaires comme le target name, le threads, etc. Et parce que c'est un YAML, on peut utiliser les rancors
et ce qui me permet de simplifier, de ne pas avoir à réajouter tous ces paramètres ici. Là, c'est ce que vous voyez ici, le base job en bas et le base job ici, ce qui me permet pour les jobs suivants, je veux exactement les mêmes configurations, mais je veux juste changer l'étape. Donc, je réutilise tous les paramètres ici et je change juste les étapes à exécuter. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on recommande ça? Parce qu'en fait, qui dit fichier YAML, chaque développeur DBT est familier avec du YAML, puisque sinon ça veut dire que vous ne faites pas de documentation et pas de tests, et c'est pas très très bien. Et aussi, ça permet de l'avoir, en fait, d'avoir ce fichier YAML dans le même repository que votre projet DBT. Ce qui est plutôt cool, parce qu'en fait, en général, admettons que vous ayez besoin de déployer un nouveau job, en général, c'est rattaché, par exemple, à un nouveau modèle, et ça permet de, vous avez un nouveau modèle qui a besoin d'un nouveau job, en fait, vous le faites dans la même tâche et dans le même repository. Et en plus de ça, vous pouvez l'avoir dans le même développement workflow, puisque même repository, et avoir une CI pipeline qui vous met à jour automatiquement les jobs DBT. Et en fait, là, on le voit ici, là, le fameux curly brackets, environment ID, en fait, on peut utiliser un seul fichier pour différents environnements dbt Cloud, ce qui est quand même plutôt pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez vérifier dans Dev que votre fichier YAML est valide et après le déployer dans UAT, dans Prod, etc. Pourquoi pas Terraform? Certains poseront la question, mais en fait c'est répondu ici, c'est un fichier YAML file que chaque développeur DBT est familier avec et ça permet quand même de bien nous simplifier la vie. Alors, j'ai parlé du DBT Audit Helper Extension Package. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on avait tous ces processus de validation, mais on a voulu simplifier la vie. Donc, on a créé un package, en fait, qui utilise les macros de DBT Audit Helper. Alors, pourquoi? Parce que je l'ai dit plus tôt, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir les logs DBT Cloud pour extraire le match rate, etc., le nombre de lignes. On s'est dit, on va plutôt sauvegarder ça dans notre database, quoi. Ça sera quand même plus cool. Et donc, on a sauvegardé dans une table audit le fameux match rate, le nombre de lignes, mais aussi le nombre de lignes des modèles upstream. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un match rate à 100%, mais qu'en fait, les modèles upstream ont 0 ligne, forcément, effectivement, il y a de grandes chances que vous ayez 0% parce qu'il ne s'est rien passé. Donc, ça nous permettait aussi d'avoir une vision supplémentaire de est-ce que j'ai un vrai 100%, quoi. Et puis, on s'est ajouté des internal helpers sur la comparaison de colonnes, aussi pour avoir des logs un peu plus jolis, et sur les fameuses étapes de cloning dont je parlais. Et il y a un petit côté Python aussi, où on s'est mis des scripts Python, puisque, comme j'en parlais plus tôt, on avait plusieurs macros pour valider, mais en fait, si on utilise des noms super génériques, en fait, on a plus ou moins toujours les mêmes paramètres. Et voilà. Et du coup, on a pu utiliser Python pour déployer facilement tous ces fichiers-là. Et pareil sur DBT Jobs as Code, où je vous ai dit, là, les étapes de validation, c'était un peu toujours les mêmes, mais en fait avec des noms de macros différents. Donc, on peut générer ça avec Python. Là, c'est un petit aperçu de résultat, en fait, du résultat de cette macro qui sauvegarde, où on voit Old Relation Count, DBT Relation Count, donc la comparaison et le match rate percentage aussi qu'on allait consulter. Et enfin, ça, c'est nos premiers amours, Excel. Donc, bon, là, en l'occurrence, Google Sheet. Mais en fait, vu que nous, on travaille dans BigQuery, on avait cette table audit dans BigQuery. Et en fait, pour un peu faciliter notre travail, donc on avait ça de synchronisé. Et on pouvait, ça permettait aux développeurs de se concentrer sur les modèles qui avaient des coquilles et pour aller revoir les résultats, voir ce qui marchait pas. Et aussi se mettre des petits commentaires pour nous-mêmes, genre, là, j'ai pas 100%. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des caractères qui sont non lus dans Power Center, alors que de notre côté, c'est lu et c'est pour ça qu'on a des différences. Et ça permet aussi de livrer à notre client plus rapidement un petit compte rendu.
Alors, juste, autre parenthèse, sur les packages, pour ceux qui suivent un petit peu Infinite Lambda sur dbt Hub, on a un autre package qui s'appelle dbt Data Diff, mais qui n'a pas le même but, puisque dbt Data Diff, c'est plus sur le Blue-Green Deployment Validation, ce qui permet en fait d'avoir le schema change, de voir aussi si la donnée a changé en fait après modification, et si vous avez des primary keys qui ont changé, alors que là, le dbt Audit Helper Extension, il est plus centralisé pour une migration DBT. Le résultat, donc c'est ces fameux 250 workflows et donc 250 tables MART qui représentent 3500 modèles qu'on a fait en un peu moins de 3 mois avec 4 personnes. Et après, sur le point de vue résultat de transformation, on avait un run d'à peu près 10 heures dans Power Center et qu'on a réduit, mais ça c'est plus sur la technologie cloud, ce qu'on a réduit en 30 minutes. Et en plus de ça, la donnée est maintenant testée au cours du run et plus après ou juste pendant le développement. Alors, juste pour finir, j'aimerais parler de quelques citations de personnes pas connues qui vont faire écho en fait à des petites coquilles qu'on a rencontrées au cours de notre migration. Alors, la première, c'est « Before embarking on any journey, understand the path, explore the time zone, get lost in the twilight of misunderstanding, and find yourself again ». Là, c'est pour faire écho que on a perdu un peu de temps quand même sur un truc tout bête, c'est qu'on nous avait dit non mais tout est UTC, et puis en fait il y avait un peu du Paris-Time qui se baladait par-ci par-là, donc on comprenait pas, on avait 1 ou 2 heures de différence sur un fil qui était aussi sur une colonne qui était utilisée pour filtrer la donnée, et en fait quand on convertissait en Paris-Time on avait tout à 100%. Donc voilà, toujours s'assurer un peu du fonctionnement des différents systèmes, puisque là, en fait, il y avait une fameuse conversion de temps en Paris-Time qui s'était glissée, auquel on ne nous avait pas communiqué. La deuxième, c'est « Automation is a valuable asset, but it's not a substitute for human judgment. Even with the more sophisticated tools, there will always be situations that require human touch » de Alan Fine-Tuning, qui n'existe pas, forcément. Là, c'est juste pour faire écho que l'automatisation, c'est cool. On a un outil qui nous simplifie la vie de ouf. Mais par contre, il y a quand même un petit détail à retenir. C'est que on a quand même converti des workflows Power Center sur lesquels des personnes ont passé des mois entiers, des semaines ou des mois entiers, par exemple, pour les plus complexes, dessus, et qui probablement comprenaient toutes les règles métiers, etc. Et en fait, ce qui manque, c'est que s'ils n'ont pas implémenté de test, ça serait bien que ça soit implémenté dans DBT. Donc voilà, il y a quand même un petit travail en plus à faire post-migration qui est avoir la fameuse équipe qui était en charge de ces workflows Power Center, qui est probablement très familier avec tout ça, de refaire un petit coup de propre derrière et de rajouter des tests où il faut. Et la dernière citation, et après je vais passer le micro à Anouar, c'est « Different vessels, different waters, even the simplest drop can behave uniquely depending on the container it's in ». De Gray Post. Là, c'est pour faire écho au fait qu'en fait, dans Power Center ou dans Hive plutôt, quand j'utilise une fonction row number, si j'ai pas toutes les colonnes qui sont utilisées dans le order by, et si je fais la même chose dans BigQuery, donc je fais un row number column, mais je précise pas les order by, et en fait il y a 50 colonnes, et j'ai 10 lignes en tant que doublon, en fait ces fameuses 10 lignes, elles vont pas apparaître dans le même ordre sur BigQuery par exemple que sur Hive. Pourquoi ? Parce que derrière il y a un algorithme différent. Donc nous, si on a un row number qui est utilisé, qu'on le migre et qu'on le fait tourner en BigQuery ou même dans Snowflake, on n'aura pas le même résultat. Donc voilà, on ne peut pas garantir le fameux 100% partout parce que il y a des petits trucs comme ça qui font que en fait on peut juste constater que ça renvoie pas sur le même résultat alors que la même requête est utilisée. Je vous remercie. Et je pense que maintenant, je vais passer la parole à Anouar qui s'est caché.